Bonjour et bienvenue dans Epion, les voix du bien-être. Je m'appelle Amira Garbi et dans ce podcast, je vous fais découvrir des clés et outils pour cheminer vers votre bien-être personnel de manière globale et harmonieuse. Ici, je donne la parole à des praticiens, thérapeutes, chercheurs, écrivains qui font bouger les lignes du bien-être en proposant des approches et des outils innovants pour prendre soin de soi au quotidien. Ce podcast n'a aucune prétention médicale. Il est juste informatif. Pensez à demander l'avis de votre médecin si cela est nécessaire. Dans cet épisode, j'ai la joie de recevoir Julien Perron. Julien est auteur, réalisateur, conférencier, podcasteur. Il est le créateur de l'écosystème C'est quoi le bonheur pour vous ? Il se définit avant tout comme un entrepreneur intuitif, quelqu'un qui sème des graines autour de lui. Ensemble, on a échangé sur son parcours atypique, sur sa vision du bonheur et de l'épanouissement, quelles que soient les cartes que la vie nous donne. Julien partage avec beaucoup de sincérité à quel point apprendre à se connaître et prendre soin de soi sont des clés essentielles pour mieux agir et dessiner sa propre voie. Il revient sur son parcours scolaire, ses difficultés à l'école, qui ne l'ont pourtant pas empêché de construire une voie que beaucoup pensaient impossible pour lui. On parle d'éducation parce que selon lui, tout commence par là. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Julien. Bonjour. Julien, je suis vraiment ravie de te recevoir aujourd'hui dans Epion Podcast, donc merci d'être là avec moi, avec nous, d'autant que tes livres m'ont accompagné cet été, donc je suis ravie de pouvoir en parler avec toi. Merci beaucoup, merci de m'accueillir. Avec plaisir Julien, aujourd'hui on a un beau programme, on va parler de bonheur bien sûr, mais aussi d'épanouissement, d'alignement. Avant ça, j'aimerais qu'on parle un peu de toi Julien, est-ce que tu pourrais, pour ceux et celles qui nous écoutent, s'il te plaît, bien te présenter ? Oui, alors... moi, j'aime bien dire que je suis un jardinier parce que j'ai vraiment le sentiment depuis quasiment 25 ans maintenant de semer des graines, tu sais, dans le cadre de mes activités. Moi, j'ai vraiment cette impression, tu sais, en fait, une fois que la graine elle est semée, elle pousse plus ou moins vite en fonction de chaque individu. Et comme on a des activités maintenant qui sont quand même pluridisciplinaires, on a 2 écosystèmes principaux et il y a beaucoup d'outils, on va dire, dans ces écosystèmes. Donc, on touche notre public de manière quand même très différente. Et à chaque fois, que ce soit un podcast, des livres que j'écris ou des films que j'ai pu réaliser ou des événements qu'on organise, par exemple, j'ai l'impression qu'à chaque fois, il y a plein de graines comme ça, tu sais, qui sont semées. Et ce qui est génial, c'est que maintenant, en 25 ans, je peux mesurer que ça fonctionne. Donc, je vois en fait que ça marche. Donc, il ne faut pas sous-estimer une graine qui a été semée. C'est pour dire ça. Donc, ouais, j'aime bien dire que je suis un jardinier. Après, de manière plus pragmatique, je suis chef d'entreprise. Je suis un chef d'entreprise intuitif, ce qui est pas commun. J'insiste sur le côté intuitif parce que tout ce que je fais jusqu'à présent est vraiment à l'écoute de mon intuition. Moi, je fais partie d'une communauté, on va dire, qui n'a pas de diplôme. Je suis dyslexique et dysorthographique, HPE, HPI. Je suis hypersensible aussi, donc j'ai un terrain de base. J'ai 46 ans, donc je suis né en 78. Donc j'ai un terrain de base qui est pas forcément évident dans notre société. À partir du moment où tu es atypique, on voit bien en fait que notre société elle n'est pas faite pour les atypiques, peu importe ce que c'est, qu'on soit TDAH, Asperger, autiste, 10 ou autre. Et donc moi j'ai évolué comme ça. Donc j'ai plutôt développé mon intelligence émotionnelle plus qu'autre chose. Ce qui veut dire que fatalement à un moment donné, tu es beaucoup plus en connexion avec toi-même, avec ta partie intérieure et donc du coup à ton canal intuitif. Donc, ce qui veut dire que tout ce que je fais, même à titre perso, je suis beaucoup mon intuition dans ma vie personnelle. Et donc tout ce que j'ai fait, comme je le citais brièvement, les événements, mes films, les livres, un jeu de cartes qu'on a réalisé qui s'appelle C'est quoi le bonheur pour vous, enfin plein de choses, c'est tout le temps à cette écoute. Ce qui peut paraître étonnant parce que du coup, tu sais, j'ai pas les diplômes, j'ai pas les compétences. Beaucoup en fait, je pense, ne se lanceraient pas dans ce genre d'initiative parce qu'ils attendraient d'avoir les diplômes, les compétences, les personnes ressources, l'argent et tout, etc. Et donc moi, je suis plutôt dans l'action parce que dès que je le sens, dès que ça me fait vibrer, dès que ça me met en joie, je sens par habitude que c'est le bon canal et donc j'y vais.
Et puis après, les choses se mettent en place de manière très naturelle, c'est très fluide. Et généralement, pour ce qui est de l'ordre professionnel, c'est toujours de bons succès, en fait. Ça marche toujours très bien. Donc voilà, je suis un jardinier, un chef d'entreprise intuitif, et puis principalement un citoyen du monde. Super, merci pour cette introduction. Alors justement, tu as écrit 2 livres, et dans ton premier livre, C'est quoi le bonheur pour vous en chemin vers soi? Moi, j'ai repéré cette phrase. Tu as écrit « Rien n'empêche le bonheur, quelles que soient les cartes piochées ». Et c'est justement ce que tu viens un peu de nous expliquer très brièvement, que ton terrain initial n'était pas forcément facile, dysorthographique, dyslexique, et pourtant ça t'a pas empêché d'être écrivain, d'être producteur, d'être champion aussi de kung-fu, j'ai découvert ça. Oui. Alors ma question, c'est comment toi t'as appris justement à jouer avec tes cartes pour réaliser tes rêves, développer une vie qui t'épanouit? C'est une bonne question. Maintenant que j'ai le recul, ma mère, elle me dit que vers l'âge de 6 ans, j'ai commencé à cheminer vers moi. Et donc, c'est très, très jeune. Tu vois, dans notre société, alors, je suis pas le seul, hein, il y en a d'autres, mais c'est vrai que c'est quand même assez rare. Ce qui veut dire que, donc là, je rentre dans le domaine de la connaissance de soi, le développement personnel, le bien-être. Donc, j'ai commencé très jeune à déjà essayer de me comprendre, parce que comme j'étais différent, je pense que naturellement, j'ai essayé de me comprendre. Mais c'était pas une démarche, tu sais, intellectuelle comme avec le recul que je peux avoir maintenant. Ça s'est fait de manière quand même très, très naturelle. Et donc, je crois que ça a vraiment commencé là. Après, j'ai eu plusieurs déclics dans ma vie. En fait, à l'âge de 12 ans, j'ai fait partie d'un programme scolaire où on est tous partis, toute la classe, je crois qu'on était une vingtaine d'élèves, on est tous partis pendant 1 mois aux États-Unis, dans le Wisconsin, à Milwaukee, en fait, dans la ville de Milwaukee. Et on était tous dans une famille d'accueil. Et ça a été un très grand déclic dans ma vie parce que maintenant, ça fait partie de mon lifestyle dans la mesure où j'ai conscientisé quand même que le voyage était quelque chose ça allait devenir en fait quelque chose de très important pour moi. En fait, je me sentais très à l'aise dans cette expérience. Alors, j'étais jeune, tu vois, 12 ans, c'est quand même jeune. Je maîtrisais pas vraiment bien la langue. Mais comme j'avais des difficultés scolaires et donc j'avais du mal sur les bancs de l'école, j'avais le sentiment dans cette expérience d'apprendre 100 fois plus que ce que j'apprenais, on va dire, sur les bancs de l'école. Ce que j'appelle peut-être, tu vois, l'école de la vie. On peut l'appeler l'école de la vie. Et j'ai écrit des courriers à mes parents en leur disant que je voulais pas rentrer à la maison. En plus, j'avais une chérie là-bas. Et donc, je voulais pas rentrer. Et quand je suis rentré, je leur ai expliqué que j'avais envie de voyager. J'avais tellement appris. En tout cas, ouais, c'est le sentiment que j'avais tellement appris que je voulais continuer à découvrir le monde de cette manière. Donc, comme j'étais jeune, évidemment, je pouvais pas voyager aussitôt. Donc, j'ai mis de l'argent de côté. J'ai fait plein de petits boulots. On était gardiens d'immeubles avec mes parents. Donc, je les ai aidés à nettoyer les escaliers, à faire du ménage, à faire du repassage, à nettoyer les bureaux, etc. Donc, j'ai mis des étrennes. Puis après, vers 20 ans, je crois, j'ai fait mon premier voyage seul, tu sais, en mode backpacker. Je suis parti en Égypte. Et ça a été le déclenchement après de mon lifestyle, parce que maintenant, il y a 6 mois de l'année où je me balade un petit peu partout sur notre planète. Ça fait vraiment partie de ma vie et c'est un élément qui est très important dans mon équilibre. Donc, il y a eu ça qui a été important. Après, comme tu l'as dit, à un moment donné, j'ai fait du kung-fu. Pareil, à l'âge de 12 ans, j'ai commencé à l'âge de 12 ans, j'en ai fait 14 ans. Et donc, ça a généré aussi plein de choses. Ça a été une belle école de la vie, une autre école de la vie. Ça m'a forgé, ça m'a cadré, ça m'a apporté plein de valeurs. J'avais une énergie qui était débordante, donc du coup, ça m'a vraiment canalisé. Ça m'aide encore énormément dans ma vie d'aujourd'hui. Donc, je suis devenu champion de France en 99, puis après d'Île-de-France. Et surtout, ça m'a redonné confiance en moi, en fait, cette confiance que j'avais perdue à l'école. Et puis après, j'ai rencontré beaucoup de monde dans les voyages. Je suis tombé sur un livre aussi qui s'appelle La prophétie des Andes sur les Champs-Élysées. À l'époque, il y avait Virgin Megastore sur les Champs-Élysées. Et là, ça a été une grosse découverte aussi parce que je me suis rendu compte que j'étais pas seul à penser comme je le pensais à l'époque, à avoir une vision déjà du monde qui était très différente, à avoir une perception de la vie des gens, de l'économie, tu vois, si jeune, en fait, de la politique. Et d'un coup, je tombe sur un bouquin qui parle un peu comme je parle. Et je me dis, waouh, c'est génial. En fait, il y a des gens qui pensent comme moi. Donc, il faut remonter en 99, tu vois. Donc, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de livres en développement personnel. Et donc, je tombe sur une dizaine de bouquins, je crois, en dev. Et donc, je les lis tous. Et ça va m'ouvrir d'autres portes, d'autres voies, d'autres réflexions. En parallèle de ça, je vais faire 14 ans de kung-fu, de skateboard, dans la rue. Donc, skateboard, t'es souvent dehors.
beaucoup le soir. Donc, je vais faire d'autres rencontres qui vont aussi m'apprendre d'autres choses, à faire des choix notamment. Parce que le soir, moi j'habitais Paris, il se passe quand même plein de trucs. Tu es obligé de faire des choix et parfois il y a des choix qui peuvent t'amener droit dans le mur. Donc, je crois que j'ai fait les bons choix. J'ai pas suivi les personnes qui allaient m'amener droit dans le mur. Mais en même temps, voilà, c'était hyper intéressant. C'était une autre école. J'ai failli faire d'ailleurs de la compète de skateboard aussi, parce que j'avais quand même un certain niveau. Et voilà, puis de fil en aiguille, plus les années ont passé, plus j'ai appris à me connaître, plus j'ai appris à connaître les gens, plus j'ai appris à comprendre la société dans laquelle on se trouve, avec tous les mécanismes que ça implique, comme je le disais, politique, économique, l'agroalimentaire, la pharmacopée, tout ce qui fait en fait que notre société existe et qu'elle tourne telle qu'elle tourne à l'heure d'aujourd'hui. Et c'est très jeune en fait dans une dans une petite vie comme la mienne, parce que il y avait très peu de personnes avec lesquelles je pouvais parler de tout ça. J'étais quand même un peu isolé. Et la seule personne avec qui je pouvais en parler, qui était ouverte d'esprit, c'était ma maman, qui m'a amené justement beaucoup sur ce terrain-là, hein, parce elle tirait des cartes, elle faisait des thèmes astrologiques. On avait des huiles essentielles à la maison, on allait voir des sophrologues, des iridologues, tu vois, quand on était gamin avec mon frère. Donc elle avait une belle ouverture d'esprit. Et c'est avec elle que je pouvais lui poser mes questions. Elle n'avait pas toutes les réponses. Du coup, je les ai trouvées beaucoup dans les livres. J'ai passé beaucoup de temps à la bibliothèque François Mitterrand. Parce que aussi, je remettais en question le cosmos. C'était assez dingue. Et donc, je me mets à la place de ma mère. D'ailleurs, elle est venue passer un week-end là, à la maison. On a reparlé de tout ça. Et elle m'a dit en fait que c'était vraiment pas évident pour elle de répondre à toutes ces questions que j'avais sur la vie, sur l'être humain, sur moi, sur l'existence en fait. C'est ça, d'être atypique. Et donc voilà, et de fil en aiguille, j'ai créé mon entreprise à 23 ans, dans une chambre de bonne de 10 mètres carrés au 6e étage, sans ascenseur, à Paris. Je sortais d'une période où j'avais été SDF pendant 6 mois. Donc comme tu le dis, tu vois, j'avais pas les cartes entre les mains pour me lancer. Mais pourtant, le beau cadeau que j'ai eu, c'est d'avoir commencé si jeune à essayer de me comprendre. Et donc, arrivé à 23 ans, au moment où je dis autour de moi que je vais créer mon entreprise, alors que ça fait à peine une semaine que je sors de ma période d'SDF, j'ai mes amis, ma famille, les gens les plus proches de moi qui me disent « Mais t'es fou, Julien, essaie déjà de trouver un boulot. » Et je leur dis « Vous pouvez pas comprendre. En fait, j'ai une intuition, j'ai quelque chose de très fort en moi. Moi-même, j'arrive pas à expliquer, mais je sens qu'il faut que je participe à quelque chose dans notre société. Je sens qu'il faut que je me rende utile, en fait, d'une manière ou d'une autre. Et je me sens missionné, en fait. C'est très encore curieux à dire, parce que je le sens encore maintenant. Je sentais que j'avais une mission à accomplir, en fait, dans notre société. Et je le sens vraiment encore très présent. Une fois de plus, j'en ai parlé encore à ma mère, parce qu'on parlait de tout ça, on parlait des guides, des anges, etc. Et je lui disais, tu sais, j'ai vraiment le sentiment d'avoir une équipe derrière moi, invisible, de personnes, en fait, tu vois, qui me drive et qui me drive en fait, qui me drive. Et donc du coup, je me sens missionné de quelque chose qui me dépasse encore à l'heure d'aujourd'hui. Et à l'époque, c'était le cas. Je le ressentais profondément, mais j'arrivais pas à mettre des mots dessus. Et je savais qu'il fallait que je me lance. Et donc voilà. Donc je me suis lancé. J'ai créé le marché du tourisme bien-être et éco-responsable à l'époque, sans m'en rendre compte. Donc je vais faire ça pendant 4 ans. Puis après, au bout de 4 ans, je vais créer une agence de communication qui s'appelle Néo Bien-être, qui existe toujours, qui est une agence qui est dédiée aux thérapeutes. On accompagne les professionnels à développer leur activité. Et puis voilà, de fil en aiguille, mes activités, les rencontres, la vie font que je vais devenir réalisateur et producteur de films, écrivain, réalisateur de jeux, créateur d'événements à fort impact sociétal en France, créateur d'un magazine magnifique qui s'appelle Innovation en éducation, dont on en reparlera peut-être après autour de l'éducation. Et donc, ouais, tu vois, tout ça pour dire que tu peux partir dans ta vie en n'ayant pas les cartes entre les mains, ces cartes que la société en fait te dit d'avoir avant de faire quelque chose, et pour autant réussir à créer ta vie de rêve et puis à impacter le monde positivement. Moi, on m'aurait dit ça gamin, quand j'étais, tu vois, dans l'idée de créer ma boîte. Je pense que je l'aurais pas cru. En fait, je me serais dit ouais, c'est pour les autres. En fait, c'est pas pour moi. Génial pour toi. Si tu as réussi à créer ta vie de rêve et que tu impactes le monde, c'est top. Mais moi, j'y crois pas. Donc, je peux comprendre peut-être les gens qui vont écouter et se dire ouais, bah c'est super, tant mieux pour toi. Moi, ça me paraît tellement loin. Bah, j'ai envie de leur dire, franchement, si vous avez compris d'où je suis parti, bah, je me dis moi à chaque fois, c'est que c'est possible pour tout le monde. Après, le
le seul ingrédient, peut-être qu'il y en a plusieurs, mais le seul ingrédient qui me paraît vraiment déterminant, c'est de se connaître. En fait, c'est de se connaître. C'est pour ça que j'ai eu cette chance-là, arrivé à 23 ans, de me connaître suffisamment pour savoir, en fait, quelles étaient mes compétences, en quoi j'étais bon, quelles étaient mes compétences innées, là où je suis bon naturellement, alors que pour d'autres personnes, je voyais bien que c'était une vraie galère. Vers quoi j'avais envie de tendre, c'est-à-dire, c'est quoi mes aspirations, qu'est-ce qui me fait vibrer, tu vois, j'avais cette connaissance fine de mes émotions, de plein de choses. Ça, c'est un beau cadeau. Donc, à partir du moment, effectivement, où tu te connais bien, c'est un très bon ingrédient après pour essayer de créer ta vie de rêve et puis en même temps d'impacter le monde. Ouais. C'est une bonne transition parce qu'effectivement, on va faire le lien justement avec le bonheur. Parce que tu écris aussi, je crois que le bonheur ne se trouve pas, il se crée lorsqu'on assume sa pleine puissance créatrice. Et justement, ma question, c'était comment toi, tu l'as déjà observé dans ta vie. Et justement, tu nous parles de connaissance de soi. Donc, c'est le fait de te connaître qui t'a permis de déployer vraiment tout ce potentiel créatif qu'on observe aujourd'hui dans ta vie. Tout à fait, ouais. C'est vraiment, je te dis, l'ingrédient de base. Après, il y en a plein d'autres. J'ai compris à travers, alors c'est le kung-fu quand même qui m'a beaucoup apporté ça, que d'avoir une discipline de vie était aussi un des ingrédients qui peut nous aider et dans notre vie perso et dans notre vie professionnelle. La discipline, en fait, c'est les outils que tu vas trouver dans ton quotidien qui vont te permettre, sans aide extérieure, d'être bien dans ta tête et d'être bien dans ton corps. Et donc, quand je parle de discipline, c'est quelque chose que tu appliques tous les jours. Et une fois que tu as trouvé en fait ces outils que tu appliques de manière disciplinée dans ta vie qui sont bons pour toi, donc qui te permettent d'avoir une bonne énergie, en fait, tu vois, d'avoir un esprit clair et d'être bien dans ton corps, et ben forcément la suite est beaucoup plus simple dans ta vie personnelle et dans ta vie professionnelle. Donc le deuxième ingrédient pour avoir un potentiel de création et le mettre en pratique, le mettre en action, ben, c'est de prendre soin de sa machine biologique et puis de prendre soin de sa santé mentale. Chose qu'on ne nous a pas appris dans notre société. Et c'est pour ça que moi, je trouve que j'ai la chance, une fois de plus, d'avoir commencé si tôt, de l'avoir compris si tôt, parce que je l'applique depuis plus de 25 ans facilement, tu vois, dans ma vie. Donc, j'ai une discipline, c'est ce que j'explique dans mes livres. Il y a des fondamentaux, en fait, pour moi, qu'on a oubliés, mais pas tant qu'on nous l'a oublié, c'est qu'on nous l'a pas appris, en fait. Et donc, les fondamentaux, c'est tellement basique. C'est l'alimentation, faire du sport régulièrement, faire attention à son sommeil, aller dans la nature le plus souvent possible, et puis faire des exercices de relaxation quotidiennement. Et donc, tu vois, c'est des fondamentaux qui sont tellement évidents dans notre tête que les gens qui nous écoutent vont nous dire, oui, bien évidemment, mais si on isole juste une chose, par exemple, l'alimentation, est-ce qu'on nous a appris vraiment à bien manger? Chacun individuellement, hein, parce que ce que je mange, moi, n'est pas forcément bon pour toi. Donc, est-ce qu'on nous a appris à être un peu comme des chercheurs et à trouver vraiment les aliments qui vont nous apporter de l'énergie et de la vitalité? Est-ce qu'on nous a appris à juste écouter notre corps et à manger quand notre corps il a faim, en fait? Pas quand il est 12h30 ou quand il est 20h parce que c'est l'heure de manger, tu vois? Et de faire un peu comme tout le monde. Est-ce qu'on nous a appris à écouter vraiment les sensations de notre corps qui nous disent, tiens, ça, en fait, j'ai remarqué que quand je mange de la tomate, en fait, ça me crée de l'acidité et je le digère pas très bien, quoi, tu vois? Et rien que ça, pour quelqu'un qui est motivé là, à l'heure d'aujourd'hui dans notre société, qui comprend ce que je dis, qui veut changer son alimentation pour retrouver de l'énergie et de la vitalité à partir de son alimentation, parce que on le disait très bien il y a des siècles en arrière, hein, que ton aliment soit ton premier médicament. Ceux qui ont capté ça, il faut à peu près 5 ans pour changer, pour se déconditionner de la façon dont on mange à l'heure d'aujourd'hui. T'imagines? Pour quelqu'un qui est motivé. Même moi encore à l'heure d'aujourd'hui, je vois bien que mon style alimentaire, il évolue parce que je suis vraiment à l'écoute de mon corps et de mes sensations. Et je regarde en fait potentiellement ce qui me fait du bien, ce qui me fait pas du bien, comment sont mes selles le lendemain, etc. Tu vois, si on isole donc que l'alimentation et que tu arrives déjà au moins à te concentrer que là-dessus, sur un de ces fondamentaux, donc l'alimentation, tu verras en fait progressivement que déjà ça va changer énormément de choses dans ta vie. Là, à l'heure d'aujourd'hui, les scientifiques maintenant ils valident le fait que ce que tu manges a un impact sur ce que tu penses. C'est énorme. Absolument, ouais, complètement. Et sur ton humeur, sur les hormones que tu vas sécréter, c'est incroyable. C'est gigantesque. Ouais.
Et merci aux chercheurs et aux scientifiques, tu vois, parce que comme on accorde beaucoup d'importance aux chercheurs et aux scientifiques ici en France, mais je crois que même mondialement, maintenant c'est validé en fait à travers plein de protocoles. Donc évidemment, je grossis les traits, hein, tu manges McDo, des kebabs régulièrement, bon bah t'attends pas à être quelqu'un d'extrêmement positif, quoi. Tu vois. Donc voilà. Donc ça c'est juste, tu vois, j'ai juste isolé l'alimentation, mais on pourrait faire la même chose autour du sommeil, de remettre du mouvement et du sport dans sa vie, etc., etc. C'est ça moi qui m'aide beaucoup, je pense, vraiment à avoir l'énergie nécessaire pour être créatif et mettre en place mes projets. Moi, ça me fait très plaisir d'entendre ça, Julien, que le bien-être ton bien-être est ta priorité pour changer le monde, parce que moi, je partage vraiment cette vision-là. Je pense que vraiment, on peut transformer et donner le meilleur de soi-même quand on est bien déjà dans ses baskets, dans sa tête. Et le problème, c'est que souvent, on a l'impression que son bien-être, c'est un luxe, qu'on n'a pas le temps, que ça viendra dans un second plan, et on se rend pas compte à quel point si on n'est pas bien, en fait, les autres ne seront pas bien et le monde ne sera pas bien. Et moi, j'essaye aussi d'insister sur ces messages parce que c'est hyper important. Mais oui, c'est dingue. Et c'est ce dont je m'évertue aussi, tu vois, depuis 25 ans, à semer aussi ces graines-là, parce que ça me paraît tellement évident et fondamental. Tu sais, il y a plein de fois, on donne un exemple. C'est l'exemple du steward quand tu montes dans un avion et qui t'explique le coût de la dépressurisation et qu'effectivement, quand les masques vont tomber, il vaut mieux que tu mettes d'abord le masque sur toi avant de le mettre sur ton enfant qui est à côté, peut-être, ou une dame âgée qui est à côté, ou une dame, une personne, peu importe. Parce que, oui, effectivement, si toi, déjà, au moins, tu peux respirer, tu peux mieux aider la personne qui est à côté de toi. Si on comprend ça, c'est exactement la même chose. Comment tu veux prendre soin des autres si toi, déjà, t'as du mal déjà à prendre soin de toi? Est-ce que tu te connais en fait? Tu sais, si je tire un peu les traits, moi je pense qu'il y a à peu près 80% des gens qui sont à côté d'eux-mêmes. C'est-à-dire ils sont pas vraiment la personne qui devrait être dans notre société. Parce que, et il faut pas se flageller, parce que la société nous conditionne à être quelque chose. Ça commence sur les bancs de l'école, c'est politique, économique, c'est sociétal en fait globalement. Et nous impose un rythme aussi, un rythme où on n'a pas le temps en fait de prendre soin de soi aussi. Non, alors on nous fait comprendre qu'on n'a pas le temps. On nous fait croire, peut-être. Ouais, exactement. Ouais. Alors que la réalité, c'est qu'on peut trouver du temps. Il suffit juste que tu regardes ton agenda sur une semaine, que tu te bloques des moments dans ton agenda au même titre que tu prendrais un rendez-vous professionnel, par exemple. Dans ton agenda, tu te notes en fonction du moment que tu peux, bien évidemment. Tiens, là, je m'accorde une demi-heure. Là, je m'accorde 1 heure. Rien que pour moi, etc. C'est amplement faisable pour tout le monde, qu'on ait une famille ou pas, qu'on ait 3, 4 gamins ou pas, qu'on soit célibataire, en couple ou pas. C'est accessible pour tout le monde. C'est à adapter en fonction de là où on se trouve, de nos compétences, de qui on est, de ce qu'on peut faire aussi, et puis de notre rythme de vie, quoi. Mais tout le monde peut le faire. C'est vraiment, c'est accessible à tout le monde. Et d'ailleurs, souvent on se dit je vais perdre ce temps-là, mais en fait ça nous fait gagner du temps par la suite parce qu'on va être de meilleurs parents, de meilleurs collègues, on va être plus clairvoyants aussi. Donc c'est vraiment un investissement sur la suite finalement. Complètement. Et si tu vas encore plus loin, moi maintenant je peux le dire et le sentir et le vivre, c'est que le fait de prendre ce temps-là pour moi, ça a un impact sur le collectif. Tu vois, c'est un impact sur moi, bien évidemment, parce que je me sens bien. Mais si je me sens bien, du coup, j'ai une meilleure énergie. Donc, du coup, quand il se passe quelque chose dans ma vie, je sais pas, dans les relations sociales, par exemple, tu sais, tu peux, je sais pas, te prendre la tête avec quelqu'un, ou tu peux voir quelqu'un qui va pas très bien. Tu vas être de meilleure écoute, tu vas être plus disponible, tu vas avoir l'esprit beaucoup plus clair pour potentiellement aider cette personne ou accueillir ce qu'elle a à te dire. Tu vas le prendre de manière beaucoup plus positive, alors que si c'était pas le cas, peut-être que tu le prendrais de manière très négative, puis ça engendrait peut-être des discussions sans fin, tu vois. Je sais pas, imaginons, tu as un contrat que t'attendais, puis d'un coup, en fait, t'as pas ce contrat, ça te permet de l'accueillir de manière complètement différente et d'avoir de l'optimisme, en fait, tu vois, par rapport à tout ça. Ça a un impact qui est juste dingue, je trouve, globalement dans ta vie. C'est pour ça que j'ai écrit ces livres. C'est pour ça qu'on fait tout ce qu'on fait là avec mes équipes, parce qu'on a vraiment envie d'amener cette conscience-là dans la tête des gens, au moins qu'il y ait cette petite graine-là qui soit semée, et qu'au fur et à mesure, en fonction de chaque individu, à un moment donné, quelqu'un se dise « Ah tiens, moi maintenant, je vais décider d'aller à pied au travail, parce que je pense que ça va me faire du bien. » Et c'est en vivant l'expérience qu'il va se rendre compte que oui, effectivement, j'ai une meilleure énergie maintenant que je vais à pied au travail. Et après, ça peut être autour de l'alimentation. Après, ça peut être, je sais pas, autour de l'éducation de ses enfants. Tu vois, en fait, les portes d'entrée sont assez vastes. C'est ça que je trouve chouette.
On peut rentrer par l'environnement, par l'alimentation, par le sommeil, par la santé, par le sport. Il y a plein d'entrées pour à un moment donné conscientiser que ah ouais, ok, bah ouais, c'est pas que le sport. Ah, maintenant, je vais faire attention à ce que je mange, tiens, pour voir, tu vois. Ah ben non, ouais, c'est pas que le sport et l'alimentation. C'est vrai que finalement, je me couche tard et je dors pas beaucoup. Tiens, je vais essayer maintenant de passer des nuits 7-8 heures. Je vais voir ce que ça donne. Et en fait, de fil en aiguille, tu vois que c'est des fondamentaux. Et c'est les fondamentaux que je t'ai cités. C'est donc, faut faire très attention à son sommeil, au sport, à l'alimentation, à la relaxation et à la nature. C'est des éléments, en fait, qui sont aussi importants que quand on se brosse les dents ou quand on prend une douche, quoi. Tu vois, c'est devenu une habitude, on réfléchit plus. Moi, je mets de l'énergie pour que les gens ne réfléchissent plus, que ce soit évident qu'ils fassent du sport, que ce soit évident qu'ils fassent attention à ce qu'ils mangent, que ce soit évident qu'ils se couchent pas à 2 heures du mat alors qu'ils vont se réveiller à 6 heures du mat, etc., etc., etc. Et j'aime beaucoup moi aussi la stratégie des petits pas parce que je pense que les choses se construisent aussi pas après pas. On n'a pas besoin non plus de tout changer du jour au lendemain. Et ce que tu dis là, effectivement, on peut commencer par l'alimentation, ensuite on peut regarder son sommeil. On n'est pas obligé de s'atteler à tout ça parce que ça peut faire peur au début de se dire je vais tout changer dans ma vie, ça va être drastique. Bah, tu m'étonnes et tu fais bien de le dire parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent avoir ce discours ou penser ça et se dire ah ouais d'accord, il faut changer tout ça. Alors oui, dans l'idéal, c'est bien, mais commencer par quelque chose. Oui, ça peut être juste de commencer à aller à pied à son travail, par exemple. C'est déjà énorme en soi. Si tu l'as jamais fait, c'est déjà quelque chose qui est énorme. Ça peut être, allez, je décide d'arrêter de regarder le journal télévisé parce que je me suis rendu compte que c'était anxiogène. Je me rends compte, j'ai des soupçons, j'ai l'impression que c'est un peu stressant peut-être pour moi. Allez, j'arrête et je vais aller chercher de l'information positive, je vais voir ce que ça fait. Et voilà, de fil en aiguille, bah, tu vois, j'aime bien cette idée de chercheur, tu vois, de se mettre comme un chercheur pour soi-même et de voir en fait ce qui nous fait du bien, ce qui nous nourrit, quoi, ce qui nous tire un peu vers le haut. Ah, c'est ça, d'expérimenter en fait. Oui, exactement. C'est que par l'expérimentation qu'on se rend compte réellement des effets. Là, on pourrait faire un podcast de 4 heures et dire plein de choses intéressantes. Ça restera purement intellectuel. Tant que tu ne vis pas les choses par toi-même, c'est très difficile, je trouve, de vraiment conscientiser le potentiel de ce que ça peut nous apporter. Et d'ailleurs, puisque tu parles de potentiel, à quel moment, toi, Julien, t'as pris conscience que ton potentiel, il était beaucoup plus grand que ce que la société peut-être te disait au départ ou te dictait? Est-ce qu'il y a eu un moment comme ça clé dans ta vie ou plusieurs moments où tu t'es dit, en fait, je peux faire beaucoup plus, je suis capable de beaucoup plus? Bah, déjà, comme je te disais, moi, j'étais pas bon à l'école. Donc, du coup, j'avais un manque de confiance qui était considérable, mais vraiment énorme. Puis en plus, le système fait en sorte de t'enfoncer encore plus quand même. Et là, j'ai retrouvé ça dans le kung-fu. Et en fait, dans le kung-fu, j'ai vu justement que, bah tiens, je peux être bon dans quelque chose. Résultat, comme je disais, je suis devenu champion de France en 99. Donc ça m'a redonné confiance. Un des éléments qui est très déclencheur dans ce que tu soulignes, c'est vraiment la confiance. La confiance est vraiment un élément déterminant. Moi, je pense qu'il y a à peu près 50% de la population qui a pas confiance en elle-même. Donc du coup, c'est très bloquant après, justement, pour être dans l'action, pour être créatif, pour essayer les choses. Parce que quand tu essayes, bah, tu te plantes souvent quand même. Tu as quand même ce qu'on appelle ici en France des échecs. Je dis en France parce que aux États-Unis, l'échec, il est vu de manière très différente. Il est plutôt positif parce qu'on part du principe que si tu te plantes, tu as retenu des leçons, donc a priori, tu vas faire encore mieux. Nous, en France, ici, l'échec, il est très malvenu, donc ça pousse pas les gens à être dans l'action, à tester les choses, parce qu'on a un regard là-dessus qui est pas très positif. Donc ouais, la confiance, c'est un bon ingrédient. Et après, de fil en aiguille, bah, je vais prendre l'exemple. Alors, on a lancé ce qu'on appelle le Festival pour l'école de la vie en France, qu'on a dû arrêter pendant la période de confinement. On a fait 5 éditions et ça a attiré 15 000 personnes. C'était énorme. Quand j'ai fait la première édition, pas le festival, la première édition, c'était quoi? C'était un pique-nique. Et ce pique-nique, en fait, ça a été un pique-nique géant parce qu'il y a 600 personnes qui sont venues. Notre idée, c'était de construire ensemble une école nouvelle, d'imaginer ensemble un système éducatif très différent de ce qui se fait maintenant. Et donc, du coup, bah, on s'était dit, voilà, à plusieurs, on va essayer de brainstormer, de voir comment on pourrait créer cette école. Quand on a lancé ce pique-nique, ça s'est très bien passé, on était contents, mais quelque part, ça a été un échec parce que nous, on pensait qu'il y aurait vraiment beaucoup plus de monde qui allait venir que ça. On s'était pris la tête, grosse organisation pour nous alors qu'on n'avait jamais organisé un événement comme ça. Beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, et puis finalement, bon, c'est déjà énorme, hein, un pique-nique de 600 personnes, faut dire ce qui est, c'est déjà beaucoup. Mais nous, on pensait qu'il y avait des milliers de personnes qui allaient venir.
Mais bon, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que c'était quand même bien, on a passé un bon moment. Et comme moi, j'ai l'habitude de voir les choses de manière positive et optimiste, j'ai regardé en fait ce qui n'allait pas dans ce qu'on avait fait et comment, à partir de là, on pouvait rebondir et peut-être faire mieux l'année prochaine. Mais c'était avec un grand point d'interrogation. Donc on s'est dit, allez, l'année prochaine, on fait ça sur 3 jours, on fait pas ça sur une journée. On a réfléchi permacole, on s'est dit, tiens, on va économiser notre temps en tant qu'être humain, parce que c'est beaucoup de temps et d'énergie, et en même temps, on va essayer d'impacter encore plus. Et donc, je raccourcis, on organise du coup le vrai festival, premier festival pour l'école de la vie, et là, bingo, on passe de 600 personnes à 9000 personnes qui viennent au château de Flaugergues à Montpellier. Et puis après, de fil en aiguille, 15 000 personnes qui viennent au château de Flaugergues. Donc tout ça pour dire que si on s'était arrêté ça, à cet échec, tu vois, en fait, on n'aurait pas organisé la suite l'année d'après et on n'aurait pas eu cet impact qu'on a pu avoir dans le monde de l'éducation depuis que le festival s'est lancé. On fait partie des acteurs en France qui sont très impactants dans le monde de l'éducation. Donc ça a été un ingrédient qui nous a permis de rebondir. C'est-à-dire l'ingrédient, c'est quoi? C'est d'être positif et optimiste sur une situation où on avait été un peu déçu et de se dire, allez, on va faire mieux. Alors que pour beaucoup d'entre nous, si les personnes n'arrivent pas à aller au bout de ce qu'ils vont faire ou s'il y a un vrai échec, elles vont pas retenter en fait. Elles vont se dire ça n'a pas marché, tant pis quoi. Alors que moi, mon tempérament, c'est plutôt de me dire c'est à partir de l'échec et en faisant que je vais pouvoir encore faire mieux l'année d'après ou par la suite. Donc quand on crée des choses, quand on crée par exemple le jeu de cartes, c'est quoi le bonheur pour vous? Ça n'a pas été une réussite tout de suite. Maintenant, on a vendu 15 000 copies, mais au départ, c'était pas une réussite, ça prenait pas. Donc, on a regardé justement pourquoi ça prenait pas. En tout cas, on a essayé d'imaginer, on a fait des brainstorming, on a envoyé notre jeu de cartes à des entreprises, à des écoles, à des particuliers pour avoir des retours, etc. Puis de fil en aiguille, on a affiné de plus en plus le jeu. Et puis voilà, maintenant, c'est un jeu qui fonctionne très bien. Et je crois que c'est valable un petit peu pour tout, quoi. Donc, le potentiel, il est vraiment dans l'idée d'avoir confiance en soi et puis de surtout pas se laisser aller à partir du moment où on a un échec. Et c'est parce que je prends soin de moi et que j'ai cette discipline de vie que ça me permet de rebondir, en fait, ce que je mets entre guillemets sur des échecs. Parce que des échecs, tu en auras tout le temps, même dans ta vie personnelle. Tu vois, tu peux, tu peux le dupliquer dans la vie de couple, par exemple. Tu peux avoir une très belle relation qui va durer un certain temps. Et puis, à un moment donné, elle va s'arrêter, cette relation. Mais c'est pas pour autant qu'après, tu vas pas connaître quelqu'un et que la vie va s'arrêter derrière. Tu vois, c'est vraiment de prendre soin de soi, une fois de plus, nous amène vraiment à rebondir sur des moments qui peuvent être difficiles dans notre vie de manière très optimiste et positive. C'est ça, pour moi, l'ingrédient, ouais. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Non, absolument. En fait, ce que tu dis aussi, c'est que ça te permet d'être audacieux, en fait, de Oui. pas te mettre de frein et de te dire, en fait, je retente, je fais différemment, et donc tu maximises tes chances d'aller plus loin. En fait, ça fait complètement sens. C'est ça. C'est exactement ça. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'échecs. Il n'y a que des leçons à retenir. Il n'y a que des expériences à retenir. Tu vois, ça nous est arrivé de mettre quand même beaucoup d'argent dans des projets. Enfin, en tout cas, à notre niveau, c'était beaucoup d'argent. Hein. Pour d'autres chefs d'entreprise, ça va être peanuts. Mais pour nous, c'était beaucoup, quoi. C'était quelques milliers d'euros. En faisant vraiment les choses très, très bien. Mais vraiment, hein, carré, quoi. Et vraiment carré. Et ben, ça a fait un gros flop. Ça n'a pas marché. Grosse déception. En interne, vraiment grosse déception avec toute l'énergie qu'on avait mis. On pensait que ça allait vraiment cartonner, quoi. Et ben du coup, voilà, il a fallu qu'on fasse pas le deuil, mais du coup qu'on accepte ça, et puis que qu'on réfléchisse en interne à mais pourquoi en fait, pourquoi ça marche pas, qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Et puis ça nous a mis quelques mois de comprendre le pourquoi du comment. Donc ce projet, il existe toujours, et ça y est, il est en train de prendre tout doucement vie, mais on sent que c'est pas encore le bon timing en France. On a été trop précurseurs en fait. Et c'est une question de timing. Donc, on l'entretient, on sent qu'à un moment donné, ça sera le bon moment en fait pour qu'il éclore beaucoup plus que ça l'est à l'heure d'aujourd'hui. Super, merci pour ces exemples parce que je pense que ça rend la chose très concrète et ça permettra aux auditeurs, auditrices de se dire qu'en fait, il n'y a pas effectivement de fatalité comme tu le dis, il n'y a pas d'échec. On rebondit et avoir confiance en soi et être optimiste, ça aide.
Ça C'est aide à ça. avancer. J'aimerais bien qu'on parle d'éducation, puisque là, tu viens de toucher un peu le sujet, et c'est un sujet que je trouve très intéressant, et surtout son lien avec notre bonheur, puisqu'à un moment donné, dans ton TEDx, tu as participé au TEDx de Narbonne, et dans le TEDx, tu disais, pour moi, la vie était à l'extérieur quand tu étais sur les bancs de l'école, avec la tête beaucoup dans les étoiles. Et justement, j'aimerais avoir, toi, ta vision des enjeux aujourd'hui de l'éducation, et pourquoi tout part de là, en fait. J'ai conscientisé que tout partait de l'éducation parce que je voyage beaucoup et à chaque fois quand je revenais à Paris, donc à l'époque j'habitais Paris, maintenant je suis à Montpellier, à chaque fois que je revenais à Paris, j'avais cette phrase en moi qui me disait mais c'est fou en fait comme tout part de l'éducation. Et je savais pas trop quoi en faire. C'est juste que je mesurais que si on veut vraiment accélérer et changer les choses dans notre société, quand tu regardes bien, et j'invite nos auditeurs à réfléchir, en réalité ça part de l'éducation. Et voilà, et de fil en aiguille, je crée ce pique-nique, le Festival pour l'école de la vie. Après, on crée le congrès Innovation en éducation, qui est plutôt destiné aux enseignants. Et puis, on crée l'écosystème Innovation en éducation, dans lequel il y a le magazine papier dont je parlais tout à l'heure, le podcast, le congrès, un film que je vais réaliser qui s'appelle L'école de la vie, etc. Et au fur et à mesure de nos avancées, en fait, on s'est aperçu qu'on était dans une société en France où il y avait énormément de solutions, énormément de pédagogies différentes, de professionnels qui ont créé des activités qui peuvent aider les enseignants, les parents et les enfants, mais personne n'est au courant. Parce que le mainstream ne s'empare pas du sujet, parce que l'éducation nationale ne s'empare pas du sujet non plus. C'est-à-dire que si on isole par exemple les enseignants au cœur de l'éducation nationale, eux ne sont même pas au courant de ce qui se passe à l'extérieur, donc de tous ces professionnels en fait qui existent et qui sont là pour les aider. On crée des outils pour les aider, qu'on crée des pédagogies aussi. Donc il y a un manque de communication et donc notre énergie maintenant depuis 15 ans autour de l'innovation en éducation, c'est d'éclairer en fait, c'est de montrer vraiment qu'il y a des solutions, qu'il y a plein de choses. C'est une grande boîte de Pandore de manière positive pour les enseignants, les parents, les futurs parents et les professionnels qui sont dans le monde de l'éducation. Donc tout part de l'éducation, c'est-à-dire que je sais pas, imaginons tu veux une société qui soit plus remplie d'amour. Bah évidemment, si on amène nos enfants vers plus de savoir-être et de connaissance de soi, il y a de fortes chances que notre société soit plus tournée vers l'amour que la peur. Parce que oui, comme je disais tout à l'heure, on est dans une société où 80% des gens sont à côté d'eux parce qu'ils ne se connaissent pas, en tout cas pas suffisamment. Bah imagine, je te laisse imaginer une société où les individus se connaissent. Ils savent gérer leurs émotions, en tout cas les accompagner. Ils savent leurs qualités, là où ils sont bons naturellement. Ils savent vers quoi ils ont envie de tendre, potentiellement ce qu'ils peuvent apporter à notre société, c'est-à-dire dans ce qu'ils sont, en fait, dans leur état d'être le plus naturel. Imagine comme notre société serait très différente parce qu'on est tous complémentaires les uns avec les autres. Donc, ça veut dire qu'on pourrait créer des choses ensemble en étant mais totalement à 100% complémentaires. Et ça serait pour le bien de l'humanité, pour la planète, pour les autres, pour le bien commun. Moi, j'y crois vraiment profondément. C'est pas une utopie, hein. J'y crois profondément parce que on est déjà des millions de personnes à agir donc à l'échelle de notre planète dans ce sens-là. Tu en fais partie à ton niveau. J'en fais partie moi aussi à mon niveau. Et ça encore, le mainstream ne s'empare pas du sujet. On n'a pas notion, on ne se rend pas compte de tous ces petits colibris qui s'agitent en fait dans notre société. Et crois-moi, franchement, en 25 ans, moi je pense qu'on est des millions, mais peut-être qu'on même, ça se trouve, on est même beaucoup plus que ça, quoi. Donc c'est hyper intéressant de se rendre compte qu'il y a une grande partie dans notre société, à l'inverse de ce qui est véhiculé par le mainstream, qui mettent en place des process, qui mettent en place des choses ultra positives pour nous, en fait, pour nous en tant qu'êtres humains, nous pour la planète, nous pour les animaux, nous pour le vivant. Et là, maintenant, on peut aller chercher l'information si ça nous intéresse, parce qu'il y a plein de canaux qui existent, qu'on trouve beaucoup sur le web. Hein, je pense à Média Positif, à Positivaire, plein de boîtes comme ça, en fait, qui véhiculent un peu tout ce qu'il y a de manière positive dans notre société. Et excuse-moi, j'ai dérivé, mais je trouve que c'est important de le dire. Non, mais tu as raison. Et justement, tu as des exemples d'innovation que toi, tu trouves vraiment intéressantes. Il y en a plusieurs dans ton livre. Tu vois, je m'étais noté, par exemple, la classe inversée, la classe flexible. Tu peux nous en donner quelques-unes comme ça pour qu'on se rende compte qu'il y a vraiment des modèles différents, en fait. Bah, oui, il y a une dame qui s'appelle Anne-Marie Guignard qui a créé une méthodologie qui s'appelle Défi 9. Donc, ça s'écrit défi et le chiffre 9. Et ça permet à n'importe qui en 2 semaines de ne plus faire de faute d'orthographe.
y compris pour les dyslexiques et les dysorthographiques comme moi. Et tu vois, cette dame, si je dis pas de bêtises, ça fait 20 ans, je crois, qu'elle a développé cette activité. Elle a écrit plein de livres, elle a écrit plein de BD. Elle a un très bon écosystème, c'est-à-dire qu'elle a, je crois, quelques millions de personnes qui la suivent. Et à chaque fois que je vais dans des salles de cinéma pour débattre après mes films, à chaque fois que j'en parle dans des conférences, il y a personne qui la connaît. Personne. Et pourtant, en 2 semaines, t'imagines quand même, en 2 semaines, tu ferais plus faute d'orthographe ni de grammaire. Alors, l'éducation nationale, d'après ses dires, elle veut pas entendre parler de sa méthodologie. Les écoles alternatives, elles sont plutôt friandes. Donc, je crois qu'il y a quasiment toutes les écoles alternatives qui ont intégré ça défi 9, en fait, dans leur méthodo. Et voilà, plein d'exemples comme ça. Comment ça se passe, ce défi 9, concrètement? Alors, moi, je l'ai jamais utilisé, donc je pourrais pas te dire. Ok. On a créé le magazine Papier Innovation en Éducation pour parler justement de toutes ces innovations. Pour ceux qui sont intéressés, ils tapent boutique Innovation en Éducation dans un moteur de recherche. Et vous allez voir, il y a déjà 29 numéros qui sont On remettra sortis. les liens dans la description du podcast. Ouais. Okay. Et à chaque fois, il y a un thème très spécifique. Et c'est vraiment à destination des parents, des futurs parents, des enseignants, des professionnels de l'éducation. Il y a 80 pages, tu vois, de mag. Enfin, dans le mag, il n'y a pas de pub, donc c'est purement que du contenu. C'est un peu comme si on sortait un livre de 150 pages, c'est en version poche, tous les 2 mois, quoi, en gros, sur un thème très spécifique. Donc, c'est très, très riche en informations. Et là, il y aura plein d'exemples que tu aimerais avoir. Qu'est-ce que je peux donner d'autre comme exemple? Il y a ceux aussi qui ont réinventé la disposition dans leur classe. On appelle ça la classe autonome. C'est Julie Nanctin, en fait, qui propose ça. C'est extraordinaire ce qu'elle fait. C'est-à-dire, pareil, c'est une ancienne prof. Donc, elle a été, je crois, 30 ans prof, un truc comme ça, d'histoire géo. Et à force de voir un peu comment ça se passe dans sa classe, en étant ultra passionnée, parce qu'elle est ultra passionnée, elle a commencé à développer des outils chez elle, donc qu'elle a créé elle-même, et qu'elle a testé un peu comme une chercheuse, elle aussi, dans sa classe. Donc, elle a pu voir, tu vois, ce qui marche et ce qui marche pas. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, je crois qu'elle a une boîte à outils d'une 50aine de trucs qu'elle a créés pour rendre une classe totalement autonome. C'est-à-dire qu'en gros, l'enseignant, il vient, il explique un petit peu aux élèves ce qu'ils vont faire, donc les outils notamment qu'elle a créés, et après, l'enseignant, il est juste dans l'observation. Donc, c'est un gain de temps et d'énergie qui est colossal. Les élèves, ils s'éclatent, parce que c'est comme de la pédagogie c'est comme de la ludopédagogie, pardon. Donc, il y a un côté très ludique là-dedans. Ils apprennent vraiment tout ce qui est théorique et tu peux l'appliquer dans tout, hein, en français, en mathématiques, en histoire géo, en sciences physiques, enfin, peu importe. Donc, voilà. Et elle, c'est pareil, en fait, elle a un microcosme. Elle a peut-être 200 000 ou 300 000 personnes qui la connaissent. Mais pour moi, il faudrait que tout ce qu'elle fait, ça soit implémenté dans toutes les classes de France. C'est génial. Donc, elle s'appelle Juline Anctin-Réault. Elle a été d'ailleurs élue c'est la première prof française à être élue la meilleure prof du monde. Tu vois. Je savais pas qu'il y avait ce genre d'élection. Il y a des prix, ouais. C'est incroyable. J'ai interviewé d'ailleurs il y a quelques semaines, tu le connais peut-être, Sébastien Henry. Henry, il a notamment contribué à la construction de l'école La Forêt des Lucioles à Annecy, qui est une école pour reconnecter les enfants à la nature, parce que lui, une de ses thématiques, c'est notamment la créativité, et pour développer la créativité des enfants, le lien à la nature est très important. Donc voilà, c'est un autre exemple aussi d'initiative, d'écoles aussi alternatives, comme tu dis. Donc il y a plein aussi d'initiatives. Si on en cherche, on en trouve. C'est ça que je voulais dire. Ah ouais, franchement, mais c'est vraiment impressionnant. Après, là où il y a beaucoup d'initiatives personnelles, c'est dans les écoles alternatives. C'est pas tant dans l'éducation nationale. Au cœur de l'éducation nationale, il y a, je suis quelqu'un d'optimiste, mais il y a à peu près peut-être la moitié des enseignants, pareil, un peu comme des chercheurs, tu vois, qui vont se former à l'extérieur et qui vont tester des choses dans leur classe. Donc, c'est génial. Ça inspire potentiellement les autres enseignants. Mais je dis potentiellement, parce qu'il y a quand même encore une grande partie qui sont assez fermées à d'autres méthodologies qu'on leur a appris. Il faut pas leur en vouloir, hein, c'est comme ça. Ils ont été conditionnés à exercer leur activité d'une certaine manière. Et puis voilà, dans les écoles alternatives, il y a beaucoup plus de liberté en réalité pour essayer des choses, ce qu'on appelle la liberté pédagogique. Donc, si on veut être inspiré, il faut se rapprocher de toutes ces écoles alternatives qu'il y a sur notre territoire. Il y en a à peu près maintenant 3-4 000. Donc, chacun y va un peu de son bon sens. Il y en a, ils vont faire que du Montessori, d'autres que du Steiner, que du Freinet,
que du Decroly, du Summerhill, et puis il y en a d'autres qui vont piocher un petit peu dans tout et qui vont faire leur propre courant pédagogique. Et ce que je trouve intéressant, et tu en parles dans ton livre, je me suis noté quelques anecdotes, c'est aussi de s'inspirer de ce que les autres pays font pour aussi ouvrir un peu notre prisme, parce qu'en France, on a un héritage, mais c'est intéressant aussi de voir ce que les autres pays font. Et tu dis, par exemple, notamment en Inde, on enseigne il y a des cours de bonheur. Au Canada, on pratique la relaxation à la place de certaines heures de colle. Et tu vois, il y en a plusieurs comme ça, des exemples qui sont aussi intéressants pour aller aussi s'inspirer ailleurs de ce que font les autres, en fait. Tellement, oui. Bah, tu sais, c'est pareil, en fait, il y a des écoles, hein, même au sein de l'éducation nationale, qui le font. Donc, elles sont quand même assez exceptionnelles, mais elles vont financer des déplacements en Norvège, en Finlande, en Suède, qui sont ces pays du Nord où on dit justement qu'ils ont peut-être 10-15 ans d'avance sur nous en termes d'éducation. Après, au cœur des écoles alternatives, il y en a quelques-unes qui le font, mais c'est quand même des gros budgets d'aller là-bas. Et c'est pour ça notamment nous qu'on a créé le MAG, parce qu'on a fait un MAG là-dessus. Il y a un thème là-dessus où on a ramené une bonne partie justement de ce qui se fait dans ces pays pour montrer à ces enseignants en France, à ces parents, qu'il y a d'autres choses, non pas dans le sens de faire un copier-coller, mais au moins d'être inspiré et de se dire comment moi je peux l'appliquer dans ma culture française, dans ma classe, dans mon école, dans ma région, là où je vis. Comment je peux essayer de m'inspirer de ça pour le mettre d'une certaine manière en pratique là où je me trouve. Parce qu'un copier-coller, ça sera toujours difficile. Culturellement, ils sont des pays quand même qui sont très différents des nôtres. Mais par contre, c'est hyper inspirant. Là où c'est encourageant, c'est que tu vois, depuis 14 ans, moi, je vois l'évolution. Donc, on pourrait se dire, oh là là, l'éducation nationale, c'est un mammouth, ça avance pas. Mais si, ça avance. Ça avance quand même dans la bonne direction. La bonne direction, pour moi, c'est le savoir-être et la connaissance de soi. Donc, on va de plus en plus dans cette direction. Et dans toutes les strates de notre société, on l'a compris. Maintenant, c'est vrai que c'est pas forcément palpable ou mesurable, mais comme moi, j'ai la chance d'être en contact avec toutes ces personnes, je vois vraiment les progrès et je vois qu'on va dans cette direction-là. Donc, il faudrait qu'on refasse une interview dans 25 ans. On va se le noter pour voir l'évolution. Non, mais c'est super et merci pour ce que tu fais, Julien, et ce que vous faites avec ton équipe, parce que je trouve que ça inspire et que ça fait bouger les choses. Donc, et comme tu dis, de toute façon, les choses se font pas après pas. De toute façon, on transforme pas un système en une nuit. Donc, c'est les petites graines dont tu parles, c'est ces plantes qui poussent. Donc, moi aussi, j'ai bon espoir que les choses changent. Cette conversation est passionnante, je pense qu'on pourrait rester encore très longtemps, Julien, mais on arrive bientôt au bout de notre échange. Qu'est-ce que toi, t'aimerais qu'on retienne de cette heure passée ensemble ? Qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne ? Pour moi, le plus important, peut-être, c'est de mesurer qu'on a tous cette possibilité de changer le monde. Tu sais, j'ai une phrase de Gandhi dans mon bureau qui dit « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». Et j'ai découvert en fait cette citation très jeune. Elle m'a vraiment... surprise, quoi. Enfin, ça m'a vraiment marqué, quoi. Donc, du coup, c'est dans mon bureau parce que je trouve qu'elle résume réellement tout. Tu vois, si on veut vraiment que notre société elle soit différente, parce que on voit bien à l'heure d'aujourd'hui que c'est de plus en plus compliqué pour beaucoup d'entre nous. Le système fait que ça devient de plus en plus compliqué à tous les niveaux pour beaucoup de personnes. Tu vois, j'allais dire, on se plaint, on fait beaucoup de grèves, on voit que notre pouvoir d'achat il diminue. On voit que la santé mentale, c'est devenu un enjeu majeur de notre société quand même. Hein. La France a reconnu ça cette année. Hein. C'est un enjeu majeur de notre société, la santé mentale. Donc, on voit bien que à plein de niveaux, en fait, dans notre société, ça s'arrange pas forcément. Et pourtant, je suis quelqu'un d'optimiste, mais je suis aussi quelqu'un de réaliste. Et ce dont on se rend pas compte, c'est que on peut réellement impacter et changer ça, chacun à notre niveau. Et c'est ça, en fait, moi aussi, une des graines que je sème dans mes activités, c'est d'essayer de montrer à tout à chacun que chacun à notre niveau, on peut être acteur du changement. Parce que quand tu regardes bien, on est quand même beaucoup plus nombreux que les politiques. On est beaucoup plus nombreux que l'agroalimentaire, la pharmacopée et tout ce que tu veux, en fait. Donc, si on conscientise que si nous sommes la personne la plus importante de notre vie avant tout le reste, et qu'on commence tout doucement, on peut commencer chacun aujourd'hui, un premier pas, à prendre soin de soi du mieux qu'on peut, à faire du mieux qu'on peut, de prendre soin de soi tous les jours, de cultiver en fait ça, de faire en sorte à un moment donné d'arriver à une forme de discipline
et d'être vraiment bien dans notre corps et bien dans notre tête. Une fois qu'on a mis ça en place, on va conscientiser de plus en plus qu'on peut être impactant chacun de notre niveau dans notre société et faire quelque chose. Alors, il y a plein d'exemples. Imaginons, toi, tu as un élan naturel pour être quelqu'un de rigolo et de faire rire, en fait, ton entourage. Mais continue, en fait, dans cette voie-là. Parce que toi, à ton niveau, tu vas impacter aussi le monde positivement. Parce que tu as ce talent de faire rire les gens autour de toi. Tu as ce talent de les mettre de bonne humeur parce que c'est ton état d'être. Il y a d'autres personnes qui vont avoir plein d'autres talents. On a chacun des talents différents. Et donc, si on arrive progressivement chacun à les mettre en place, nos talents, progressivement, on change notre société. On change le monde, en fait. On change le regard qu'on peut avoir sur notre société, de cette impression, parce que c'est aussi une impression que tout va mal, en fait, que tu vois que les choses vont mal. Alors que moi, ma réalité, le microcosme que je me suis créé, c'est tout l'inverse. Moi, je suis en contact avec des gens qui sont comme moi, qui se bougent, qui font avancer les choses dans notre société, un peu partout dans le monde. Et encore, je te dis, moi, je suis un tout petit maillon, en fait, dans notre société. Donc voilà, soyons le changement qu'on veut voir dans le monde et chacun à notre niveau, soyons acteurs de changement. Mais n'attendons pas que ce soit les autres, notre voisin, la politique, l'industrie, notre chef d'entreprise, notre femme, notre mari qui changent les choses. Tu vois ce que je veux dire ? Soyons vraiment nous-mêmes, chacun de notre niveau, vraiment le changement qu'on veut voir dans cette société. Oui, c'est reprendre une part de responsabilité, en fait, de la vie qu'on souhaite avoir. Et j'aime beaucoup d'ailleurs cette phrase de Gandhi, elle m'avait fait sourire parce que je crois qu'elle est en signature de tes mails aussi. Et j'ai souri en la voyant parce que je l'aime beaucoup aussi. Et d'ailleurs, quand tu dis effectivement changer, quand on change, on inspire aussi les autres à changer. Exactement. Donc ça a des effets collatéraux qui peuvent être assez colossaux en fait. Exactement. Et Oscar Wilde disait « Soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris ». Ça montre vraiment l'unicité de ce qu'on peut apporter chacun à notre niveau en fait dans notre société. Et si vous vous rappelez de là où moi je suis parti, je me dis à chaque fois qu'on peut tous le faire, chacun à notre niveau. Je ne dis pas de faire la même chose que moi et d'impacter des millions de personnes comme on peut le faire, pas du tout. Mais comme je l'ai dit, voilà, c'est peut-être que tu es quelqu'un qui a un sourire contagieux. Et voilà, sois cette personne contagieuse et qui fait sourire tout le monde. Ça peut être ne serait-ce que des petits gestes du quotidien, tu sais, dire bonjour, au revoir. Encore là, moi, dans mon immeuble, je sais pas si c'est le cas, toi, chez toi. C'est fou, moi. Des fois, tu vois, je croise des jeunes. Moi, il y a beaucoup de jeunes. Je leur dis bonjour, tu vois. C'est normal, tu croises quelqu'un, tu lui dis bonjour. Mais ils te répondent pas. Ils te disent pas bonjour. Tu vois, ça t'est déjà arrivé, j'imagine. Oui, ça m'arrive aussi, bien sûr. C'est incroyable, ça. Tu vois, de remettre déjà le bon sens citoyen. Bonjour, au revoir, de rien, merci. Tenir la porte à quelqu'un, sourire, tu vois, à une personne. De remettre ça, en fait, dans notre vie, c'est fondamental. Rien que ça, déjà, je pense que ça changerait beaucoup de choses, quoi. C'est une responsabilité citoyenne. Absolument. Je pense que ça fait un super mot de la fin. La boucle est bouclée. On a commencé par tes débuts, on finit par ta vision. Donc super. Merci beaucoup, Julien, pour cet échange, cette conversation inspirante. Où est-ce qu'on peut te retrouver, du coup ? On me retrouve un peu partout. Alors, le plus simple, peut-être, à retenir, c'est qu'il y a 2 sites Internet qui regroupent nos écosystèmes. Donc, il y a l'écosystème C'est quoi le bonheur pour vous. Donc là, vous tapez C'est quoi le bonheur et vous allez tomber sur un site qui s'appelle c'est quoi le bonheur.fr. Et il y a l'écosystème Innovation en éducation. Et là, c'est pareil, vous tapez Innovation en éducation et vous tomberez sur le site. Dans les 2 écosystèmes, on retrouve des podcasts, on organise des événements. Donc, j'ai écrit des livres aussi dans les deux écosystèmes, des films. Enfin, voilà, vous allez retrouver plein de choses qui nous permettent de toucher les gens de manière très différente. Super, on remettra tous ces liens dans la description du podcast. Je te souhaite un bon vent, bon chemin, Julien, merci. Et je te dis peut-être à très bientôt pour refaire un petit bilan de comment la société a évolué. Dans 25 ans. Dans 25 ans. Merci, très belle journée à toi. Merci à toi. Si vous avez aimé cette conversation, je vous invite à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme d'écoute préférée, et à vous abonner pour rester informé des prochains épisodes. Vous pouvez également suivre notre actualité sur le compte Instagram Epion Podcast. Je vous dis à très vite pour de nouveaux échanges inspirants.